Bon, ben, merci d'être là aujourd'hui. Euh, je m'appelle Olivier Jacques, je suis professeur à l'École de santé publique au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter mes recherches récentes sur la question du financement de la santé et comment le financement de la santé nous permet de réfléchir à des enjeux que je considère assez importants euh, pour l'avenir de la Fédération canadienne. Et c'est une conférence aujourd'hui qui est organisée dans le cadre des Midi Causeries de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, vous voyez mon écran principal, n'est-ce pas? Oui. OK. Ben, merci beaucoup. Donc, on commence. Donc, présentation devrait durer une trentaine, quarantaine de minutes. Et puis ensuite, on pourra effectuer une période de discussion, mais n'hésitez pas à m'interrompre, peut-être directement avec votre micro si vous voulez entrer dans la discussion directement. Alors, on part de cette constatation qui est un graphique que certains d'entre vous connaissent probablement, qui a été réalisé par Trevor Tomb à travers le site Finance of the Nation. Ça, c'est la conséquence contemporaine du déséquilibre fiscal qu'on observe dans la Fédération canadienne. C'est-à-dire qu'on voit qu'à moyen terme, les finances publiques des provinces sont insoutenables. La dette publique des provinces risque d'atteindre en fait 70 du PIB d'ici 2050, ce qui ferait des provinces les juridictions subnationales les plus endettées du monde, alors que la dette du gouvernement fédéral tend vers zéro. Ce que j'avance, c'est que la question du financement de la santé est au cœur de ces tendances, est au cœur du déséquilibre fiscal et est au cœur de ces problèmes fiscaux potentiels qu'on risque d'observer dans la Fédération canadienne. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais avancer mon argument que la santé est au cœur du déséquilibre fiscal entre les provinces et Ottawa. Chacun de ces arguments-là sont tirés d'articles que j'ai écrits récemment. J'essaie de vous raconter une espèce d'histoire cohérente à partir de ces articles-là. Ensuite, je veux avancer l'argument que c'est peu probable qu'on observe une hausse des transferts fédéraux vers les provinces en santé pour régler le problème du déséquilibre fiscal et régler le problème du financement de la santé dans la Fédération canadienne. Ensuite, je vais réfléchir avec vous sur les conséquences de ce déséquilibre fiscal causé par la hausse des coûts de la santé sur la politique, les politiques publiques et même la santé des populations. Je veux finalement discuter de réformes possibles de la Fédération canadienne pour aborder ces problèmes de déséquilibre fiscal et de croissance des coûts de la santé. Alors, les conséquences de la hausse des coûts de la santé sur les budgets des provinces. On sait d'abord que les dépenses des provinces sont axées sur les services, alors que celles du gouvernement fédéral sont d'abord avant tout axées sur des transferts. C'est à peu près un ratio de 70 de dépenses des provinces sont des services contre 30 sont des transferts. Et l'inverse est vrai pour le gouvernement fédéral, à peu près, grosso modo. Il y a une loi économique qui a été proposée par Baumol qui suggère que les coûts des transferts sont beaucoup plus susceptibles d'augmenter à travers le temps que, par exemple, les coûts des services. Les coûts des services sont beaucoup plus susceptibles d'augmenter à travers le temps que les coûts des transferts. C'est parce que les salaires dans le secteur des services ont tendance à augmenter en fonction de l'augmentation de la productivité de l'économie. Productivité de l'économie qui est tirée d'abord et avant tout par le secteur manufacturier. Donc, on a une productivité totale qui est surtout augmentée par le secteur manufacturier, alors que les salaires vont suivre cette productivité globale qui ne dépend pas nécessairement du secteur des services. En fait, c'est assez difficile d'augmenter la productivité du secteur des services, surtout lorsqu'on veut, par exemple, donner un service public comme l'enseignement ou les soins de santé. On ne veut pas nécessairement augmenter la productivité dans ce secteur-là, mais
le coût des salaires dans ce secteur-là risque d'augmenter, en fait, en fonction de la productivité globale de l'économie. Donc, on observe finalement que progressivement, le coût des services par rapport à la taille totale de l'économie a tendance à augmenter. Alors que les transferts, c'est plus simple que ça. Les transferts, on peut décider assez facilement de les contrôler de manière discrétionnaire. Donc, on a déjà une inégalité assez importante entre les provinces et le gouvernement fédéral en fonction de l'orientation, du type de dépenses qu'ils vont offrir aux citoyens. Par ailleurs aussi, le vieillissement de la population a un impact différent entre les provinces et le gouvernement fédéral, en ce sens où le vieillissement de la population influence les dépenses de santé, qui sont principalement financées par les provinces, et le vieillissement de la population a un impact assez faible finalement sur les régimes de retraite qui sont financés par le gouvernement fédéral, parce que les régimes de retraite au Canada sont sont pas particulièrement coûteux. En fait, le coût des pensions au niveau fédéral est sous contrôle, risque de passer de 2,4 du PIB à 3,1 du PIB. Alors que l'inflation des dépenses de santé, qui n'est pas nécessairement uniquement causée par le vieillissement de la population, mais qui c'est un des facteurs du vieillissement de la population, on voit que ça a un impact majeur sur les finances publiques des provinces. Ici, c'est deux simulations qui sont faites à partir des mêmes données que le tableau précédent, le Finance of the Nation de Trevor Tombe. Si on maintient l'inflation des coûts de la santé à 0,5 %, on observe finalement que la dette publique des provinces augmente d'ici 2050, mais ce n'est pas si mal. Elle se maintient en bas de 50 %. Alors que si on a une inflation des coûts de la santé de 1,5 %, la dette publique des provinces se retrouve à près de 90 % en 2050. Il faut noter que l'inflation des coûts de la santé, là, selon cette mesure-là, était de 1,3 % par année de 1998 à 2018. Donc, on est plus proche du 1,5 que du 0,5. Donc, vraiment, la croissance des coûts de la santé est au cœur de cette question de déséquilibre fiscal et surtout de pression fiscale qui vont être induites sur les budgets des provinces. Ici, c'est d'autres projections qui montrent des résultats similaires, mais vraiment seulement pour le gouvernement du Québec. On observe, par exemple, dans le cas du gouvernement du Québec, que la dépense de santé était autour de 6 quelques % du PIB en 1988. C'est des projections qu'on a faites en 2018, était autour de 9 % du PIB en 2018 et risque d'augmenter à cause de des coûts des technologies, du vieillissement de la population et d'une faible croissance qui est prévue pour les 30 prochaines années, risque d'augmenter à soit 12-13 % du PIB, à jusqu'à même 15 % du PIB d'ici 2050. Ça va imposer des pressions fiscales assez importantes sur la province du Québec. Et on observe que, ici, on a essayé de rapporter ça en proportion des dépenses du budget du Québec. Si le budget du Québec augmente, la taille du budget du Québec augmente en même temps que la dépense de santé, ce n'est pas si mal. On se retrouverait avec une dépense de santé qui représenterait, par exemple, 58 à 63 % du budget du Québec. Mais ça veut dire qu'on a fait une augmentation de taxes assez conséquente. Alors que si on n'augmente pas les taxes, cette augmentation des dépenses de santé-là est absolument insoutenable, en fait, parce que ça voudrait dire que le gouvernement du Québec consacrerait 3/4 de son budget à la dépense de santé. Et c'est une situation qui est assez similaire dans différentes provinces. Ces scénarios-là sont contestés par certains, là, mais le ministère des Finances du Québec prévoit quelque chose qui est assez similaire au scénario optimiste. Et les projections que je vous ai montrées avant sont un mélange entre le scénario réaliste et le scénario optimiste ici. Donc, ces projections-là sont catastrophistes, mais sont peut-être en fait réalistes finalement. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ce même genre de projection-là. Ce que j'avance dans un article récent, c'est que le fait que les provinces sont responsables des dépenses de santé et des dépenses d'éducation, ça fait que malgré le fait que les coûts augmentent, les provinces ne sont pas nécessairement en mesure de réduire la croissance des dépenses facilement parce que c'est très difficile d'implanter des mesures d'austérité
sur des programmes comme la santé ou l'éducation. En fait, en général, les services sont plus difficiles à couper que les transferts, parce que les services sont donnés par des groupes d'intérêt qui ont tendance à être en mesure de s'organiser contre les mesures d'austérité, bien davantage que les récipiendaires de transfert, sauf peut-être les récipiendaires de régime de retraite. Et bien, ce qu'on observe, c'est que les dépenses des provinces, notamment la santé et l'éducation, sont extrêmement populaires. Et plus une politique est populaire, plus elle est difficile à couper. Alors que les politiques qui sont offertes par le gouvernement fédéral sont généralement un peu moins populaires, notamment l'assurance-emploi et la défense nationale ne sont pas des politiques qui sont particulièrement populaires. Alors que, bon, santé et éducation, c'est des chiffres ici qui démontrent qu'à peu près personne ne veut réduire les dépenses de santé. La plupart des gens veulent des dépenses de santé plus élevées, des dépenses d'éducation plus élevées. Donc, c'est assez difficile pour les provinces, en fait, de réagir à cette croissance des dépenses de santé-là en essayant de réduire la dépense de santé. Ce qu'on observe, en fait, c'est que à cause de la nature distincte des programmes offerts par le gouvernement fédéral et par les provinces, bien, le gouvernement fédéral est beaucoup plus en mesure de réduire la dépense publique que les gouvernements des provinces. Donc, non seulement on a une croissance des dépenses qui est plus élevée dans les provinces, mais on ne peut pas réagir de la même manière à cette croissance des dépenses-là dans les provinces par rapport au gouvernement fédéral parce que les programmes qu'on offre dans les provinces sont trop populaires. Ici, j'ai simplement comparé le niveau de coupure budgétaire qu'il y a eu pendant les 2 plus récents épisodes d'austérité dans les années 90 et après la crise financière de 2008. Et on observe que tant de manière absolue et relative, la réduction de dépenses est beaucoup plus élevée au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Et j'avance que c'est parce que les provinces doivent composer avec des dépenses publiques, des services publics particulièrement populaires qui ont tendance à croître naturellement, dont les coûts ont tendance à croître naturellement, surtout dans le cas de la santé. Prenons par exemple l'austérité qui a été implantée par le gouvernement Couillard au Québec. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité la croissance des dépenses de santé à son inflation naturelle. On n'a pas vraiment réduit la dépense de santé. Alors que quand on a vu des épisodes d'austérité au gouvernement fédéral, on a réduit la dépense publique. Là. On a, par exemple, fait des coupes massives à l'assurance-emploi, un programme qui n'est pas particulièrement populaire. Et même que le gouvernement fédéral a été en mesure de faire des épisodes d'austérité et d'augmenter sa popularité. Lorsqu'il a implanté des mesures d'austérité, moi, ça m'a assez impressionné de trouver ça. Alors que généralement, un gouvernement qui implante des mesures d'austérité va perdre des votes. Pensons encore une fois à l'exemple du gouvernement Couillard au Québec. Bien, le gouvernement Couillard a en partie perdu l'élection de 2018 à cause de l'austérité qu'il a implantée, alors que finalement, le gouvernement chrétien et le gouvernement Harper augmentaient sa popularité lors d'épisodes d'austérité. J'avance que c'est parce que le fédéral peut couper des politiques publiques pas si populaires que ça. Les gens s'en rendent moins compte, c'est moins visible, c'est moins proche de leurs préoccupations qu'un gouvernement provincial qui implanterait des mesures d'austérité et devrait, par exemple, couper en santé et en éducation. Donc, quoi faire pour régler ce problème? On a des programmes des provinces, notamment la santé, qui deviennent plus coûteux à travers le temps, qui sont extrêmement populaires et qui sont difficiles à couper. Donc, ça accentue le déséquilibre fiscal, cette nature des programmes-là. Bien, est-ce qu'on peut apporter une solution du côté des revenus? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait simplement augmenter le niveau de taxation dans les provinces? Bien, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile. On observe qu'il y a un clair déclin de la taxabilité des sociétés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de payer davantage d'impôts. Ce qu'on observe, par contre, c'est qu'il y a certaines taxes qui sont plus faciles à monter d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'elles sont plus populaires. C'est notamment le cas des taxes sur les plus riches, sur les gains en capitaux ou sur les entreprises. Mais il y a certaines études qui suggèrent que dans le cas des provinces canadiennes, il y a une assez forte élasticité des montants qui sont déclarés, par exemple, par les entreprises à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente l'impôt sur les sociétés, il y a une forme d'évasion fiscale qui se fait entre les provinces canadiennes, c'est-à-dire que
les entreprises ou les détenteurs de capitaux vont bouger leurs capitaux vers les provinces qui ont de plus faibles niveaux de taxation. Cette compétition fiscale-là est plus importante entre les provinces, parce que c'est le même pays, qu'entre les pays. C'est plus facile, par exemple, pour le gouvernement fédéral d'augmenter la taxation des gains en capitaux que ce l'est pour les provinces, parce que les gens peuvent bouger entre les provinces. C'est plus compliqué de bouger d'un pays à l'autre pour éviter un gain en capital, par exemple. Donc, la solution côté revenus, elle n'est pas simple. Les provinces peuvent augmenter leurs revenus, mais s'ils le font, ils doivent augmenter des taxes qui ne sont pas nécessairement très populaires. Donc, les provinces vont demander une hausse des transferts fédéraux en santé. Par contre, j'avance que le Canada est dans un équilibre de faibles transferts, malgré les demandes des provinces. Donc, les provinces, on le sait, c'est une rengaine qui est connue, demandent une augmentation immédiate et sans condition du transfert canadien en santé. Elles ont demandé, par exemple, en 2020, d'augmenter le transfert canadien en santé de 42 milliards par année à 70 milliards par année, pour notamment que la part des soins de santé couverts par le transfert canadien en santé passe de 22 à 35 %. Et on voit encore une fois que ça aussi, ça fait une grosse différence dans les finances publiques des provinces. Ici, on a la situation actuelle, finalement, qui est on garde le transfert canadien en santé. Le transfert canadien en santé augmenterait de 3 % par année, ce qui est à peu près ce qu'on observe en ce moment. Donc, on voit ça, c'est la situation qui est prévue. Si on augmente le transfert canadien en santé à 5 % par année, donc le transfert augmente de 5 % par année, c'est assez proche des demandes des provinces. Bien, on voit quand même que la situation fiscale des provinces là, est bien améliorée. On voit qu'elles vont se retrouver en bas de 50 % de dette nette en 2050, ce qui est tout à fait soutenable, alors que la dette nette du gouvernement fédéral passe de près de zéro à 25 % en 2050. Donc, on voit que le transfert est crucial pour les finances publiques des provinces. Par contre, il y a clairement un équilibre de faibles transferts qui se crée au Canada en ce sens où il y a beaucoup d'obstacles politiques qui incitent Ottawa à ne pas augmenter les transferts. D'abord, Ottawa va être blâmé pour les coûts des transferts plus élevés. C'est-à-dire que si Ottawa augmente les transferts, bien, ça coûte cher. Et il va devoir soit augmenter son propre niveau de taxation, soit réduire ses propres services, soit tolérer des déficits plus élevés. Et ça, bon, donc l'opposition à Ottawa va blâmer le gouvernement pour faire ce type de manœuvre-là, alors que la manne financière qui est apportée par les transferts va être payante principalement pour les gouvernements des provinces. C'est les provinces qui vont bénéficier de ces transferts plus importants-là. Or, le cas canadien est intéressant parce que son système de partis est non intégré. Un système de partis intégré, c'est un système où, comme aux États-Unis, on a les mêmes partis au niveau étatique, au niveau municipal même et au niveau fédéral. Le Parti démocrate est sensiblement le même à chaque niveau aux États-Unis, par exemple. Le Parti républicain, c'est la même chose. Alors qu'au Canada, bien que les partis partagent le même nom, ils ne sont généralement pas intégrés. Par exemple, le Parti libéral du Québec, ce n'est pas le Parti libéral du Canada. Les partis conservateurs sont aussi relativement différents. Il y en a qui s'appellent progressistes conservateurs, par exemple. Le NPD est intégré, mais n'est pas au pouvoir à Ottawa. Donc, si on avait les systèmes de partis intégrés, ce que ça fait, c'est que, par exemple, le gouvernement fédéral pourrait se dire, bon, ben, je veux aider les partis libéraux dans les provinces. Par exemple, si le gouvernement fédéral est libéral, et pourrait se dire, ben, je vais augmenter les transferts en santé pour aider mes co-partisans dans les provinces, favoriser leur victoire. Comme ça, ils pourront dire à leur électorat, hey, moi, je peux m'allier avec le Parti fédéral en vue d'obtenir des transferts plus élevés. Mais ce n'est pas le cas au Canada. Donc, on n'a pas cette dynamique politique-là qui pourrait favoriser soit une hausse des transferts, soit un meilleur accord fédéral-provincial par rapport au financement de la santé. Par ailleurs, il y en a certains qui croient qu'une augmentation des transferts va inciter les provinces à trop dépenser ou à ne pas dépenser en santé. Et c'est ce que Ottawa craint le plus et c'est ce qu'Ottawa dit en ce moment, puisque Ottawa n'est pas en mesure de contrôler ce que les provinces font avec les transferts. Ottawa a peur que les provinces utilisent une hausse des transferts pour, par exemple, baisser les impôts ou donner des chèques aux contribuables.
Et objectivement, on ne peut pas vraiment blâmer Ottawa d'avoir cette crainte parce que c'est ce que les provinces font. Dans les provinces, en ce moment, dont le Québec est en train de dire à Ottawa, nous avons besoin de plus de transferts en santé, mais nous voulons aussi réduire les impôts et donner des chèques à des gens qui gagnent 95 000 par année. Donc, c'est évident que c'est plus difficile de demander des transferts plus élevés dans cette circonstance-là. Mais Ottawa n'a jamais eu vraiment de contrôle sur ce que les provinces font avec les transferts de toute façon. Donc, le gouvernement fédéral va préférer offrir des transferts conditionnels dans des domaines considérés comme des priorités nationales, comme par exemple la santé mentale ou les soins de longue durée pour des aînés. Donc, il n'y a pas d'incitatif à Ottawa pour qu'on observe une augmentation des transferts. Maintenant, que pensent les Canadiens de ces débats? Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est que les électeurs du Parti libéral, et particulièrement du nouveau Parti démocratique, sont tout à fait d'accord avec cette idée de ne pas offrir de transfert inconditionnel aux provinces. Donc, il y a clairement des incitatifs politiques pour des partis tels que le Parti libéral du Canada à ne pas augmenter les transferts de manière inconditionnelle. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que les préférences par rapport au fédéralisme fiscal vont refléter une forme de division gauche-droite. La gauche veut des transferts plus élevés, mais a tendance à vouloir des transferts conditionnels pour assurer qu'il y a une forme d'égalité entre les provinces. On veut s'assurer que, si on augmente les transferts en santé, l'argent va servir à aller en santé parce qu'on veut que tous les Canadiens reçoivent le même niveau de soins. La droite, au contraire, va vouloir généralement des transferts moins élevés et accepte les transferts inconditionnels parce que ça ne nous dérange pas que le gouvernement décide, par exemple, de baisser les impôts avec une hausse de transfert. Ce qu'on va observer, c'est que les électeurs du PLC et du NPD veulent des transferts conditionnels. Les électeurs du Parti conservateur ne veulent pas payer pour des transferts plus généreux. Et je vais vous montrer aussi que l'identité importe pas mal, c'est-à-dire que si on s'identifie à notre province plus qu'au Canada, on va vouloir des transferts inconditionnels parce qu'on va vouloir une fédération plus décentralisée. Alors que si on s'identifie au Canada plus qu'à notre province, on va vouloir des transferts conditionnels. Et on va observer que c'est particulièrement le cas pour la gauche au Canada hors Québec. Elle va avoir tendance, si elle s'identifie au Canada d'abord et avant tout, elle va vouloir avoir tendance à avoir des transferts conditionnels. Et ça, ça explique un peu l'appui des électeurs du Parti libéral et du NPD pour des transferts conditionnels. Donc, j'ai fait des sondages qui vérifiaient l'appui des Canadiens à une hausse des transferts fédéraux. Et j'ai fait une petite expérience de sondage où on fait simplement, on modifie la manière dont la question est posée. Si on dit aux gens, est-ce que vous voulez plus de transferts en santé? Tout le monde veut plus de transferts en santé, évidemment. Là. On a presque 80 de la population qui veut plus de transferts en santé. Si on leur dit, on veut en fait refléter la prise de décision que le gouvernement fédéral a à faire par rapport aux transferts en santé, on demande aux citoyens, est-ce que vous voulez plus de transferts en santé, mais vous allez devoir payer plus d'impôts ou il va y avoir une hausse du déficit? On voit que l'appui à une hausse des transferts baisse quand même pas mal, là, passe de près de 80 à autour de 55 il y a beaucoup plus de gens qui préfèrent le statu quo et on voit que chez les électeurs conservateurs, le statu quo dépasse presque la hausse des transferts. Donc, clairement, les électeurs conservateurs ont moins tendance à vouloir hausser leurs impôts pour augmenter les transferts en santé. Reste que, si on regarde ça ici, on voit quand même que la position des provinces, qui est davantage de transferts, est assez populaire. Les gens veulent plus de financement de la santé, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, la santé étant une dépense particulièrement populaire. Ensuite, on a demandé aux gens, est-ce que vous voulez des transferts plus élevés avec ou sans condition? Avec condition, ça veut dire le gouvernement fédéral propose des standards nationaux et il va donner de l'argent seulement aux provinces qui rejoignent ces standards nationaux-là. C'est un peu ce que le gouvernement fédéral a fait, par exemple, avec la question des services de garde. Ils ont dit, vous devez créer des services de garde à bas prix. Si vous le faites, vous recevez des transferts. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas d'argent. Finalement, tout le monde a décidé de le faire.
Alors que les transferts sans condition, ben, on laisse les provinces faire finalement ce qu'elles veulent avec l'argent. On voit qu'il y a beaucoup de différences partisanes. Évidemment, les électeurs du Bloc québécois veulent les transferts sans condition. Il y en a certains qui n'ont probablement pas compris la question ici, là, des électeurs du Bloc, ou qui n'ont pas nécessairement des préférences alignées avec leur parti. On voit que les électeurs conservateurs sont du côté des électeurs du Bloc sur cette question-là, préfèrent des transferts sans condition. Et que c'est le contraire chez les électeurs néo-démocrates qui vont préférer des transferts avec condition, et que c'est 50-50 du côté des électeurs du Parti libéral du Canada par rapport aux conditions. Ensuite, on regarde l'impact de l'idéologie de l'identité. Bien, clairement que les électeurs de gauche vont préférer des transferts conditionnels, c'est-à-dire l'imposition de standards nationaux, et les électeurs de droite et de centre vont préférer l'autonomie provinciale, des transferts sans condition. Et du côté de l'identité, l'effet est encore plus clair, c'est-à-dire que si vous vous identifiez d'abord au Canada ou seulement au Canada, vous préférez des standards nationaux, parce que votre communauté de solidarité est au niveau national, alors que si vous vous identifiez d'abord ou seulement à votre province et pas comme Canadien, bien, vous allez préférer des transferts inconditionnels. Et si on multiplie, on fait un effet d'interaction gauche multiplié par identité canadienne, là c'est certain que vous voulez des standards nationaux. Donc, et bon, finalement, on regarde l'appui par province, là, ça reflète l'impact de l'idéologie, de l'identité. On voit clairement que les provinces où l'identité canadienne est la moins forte, c'est-à-dire Terre-Neuve et Québec, ben, l'appui à des transferts sans condition est le plus élevé. Et la province où l'identité canadienne est la plus forte et l'identité provinciale la moins forte, c'est l'Ontario. L'appui aux transferts sans condition est le moins élevé. Ce qui est intéressant, c'est le cas de l'Alberta. L'Alberta est très polarisé. En fait, la gauche albertaine veut des conditions parce qu'elle ne faisait pas confiance à Jason Kenney pour utiliser les transferts en santé à bon escient. Alors que la droite albertaine veut des transferts sans conditions parce qu'elle ne fait pas confiance au gouvernement fédéral. Donc, on va avoir soit une forme de consensus dans le cas du Québec et de Terre-Neuve, soit une forme de polarisation dans le cas de l'Alberta notamment. Donc, moi, j'en conclus qu'il n'y a pas vraiment d'incitatif politique pour une hausse des transferts parce que les électeurs de droite ne veulent pas payer pour, donc les conservateurs ne risquent pas de le faire. Et les électeurs de gauche veulent les transferts conditionnels. Les électeurs du PLC, c'est un peu entre les deux, mais en ce moment, ils dépendent du NPD pour prendre des décisions à la Chambre des communes. Ils veulent des transferts avec conditions, puis les provinces ne veulent pas de conditions. Donc, on est quand même dans une situation où ils ne risquent pas facilement d'avoir une résolution de ce problème-là de situation de faible transfert. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça? On a donc une hausse des dépenses de santé dans les provinces et on n'est pas susceptible de voir une hausse des transferts fédéraux. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a une hausse de la proportion des dépenses de santé dans les budgets des provinces là, depuis les années 80. C'est la ligne bleue ici. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on va voir une diminution des dépenses des provinces dans les catégories autres que la santé, le social et l'éducation. Ça, c'est des catégories comme le développement économique, la justice, l'environnement, des catégories qui sont plus discrétionnaires et qui vont pâtir finalement de la hausse des dépenses de santé. Aussi, une autre étude que j'ai faite, ça montre que les dépenses de santé sont assez réactives aux transferts. Donc, oui, Ottawa pense que lorsqu'on augmente les transferts, les provinces ne dépensent pas en santé. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une co-intégration entre transferts et soins de santé curatifs, c'est-à-dire les dépenses de santé en salaire, en hôpitaux et en médicaments. Donc, quand on a une hausse des transferts, les provinces ont tendance à augmenter leurs dépenses de santé, bien qu'Ottawa ne le croit pas. Et lorsqu'on a une baisse des transferts, on a une baisse aussi des dépenses de santé, mais on a aussi une baisse des autres dépenses publiques pour essayer de faire face à cette pression fiscale induite par la baisse des transferts. Donc, on a un risque d'effet d'éviction de d'autres politiques par la hausse des dépenses de santé dans cette situation-là, c'est-à-dire que croissance des dépenses de santé, si on n'a pas une croissance du budget des provinces, on risque d'avoir une diminution dans les dépenses qui sont investies dans le secteur autre. On pourrait aussi avoir une diminution des dépenses sociales. Ça, c'est une étude de Dutton
et collègues montraient qu'on a une hausse des dépenses de santé dans les provinces, mais on n'a pas de hausse de dépenses sociales. Et pourtant, ce qu'on sait, c'est que si on veut améliorer la santé de la population, on est mieux de réduire la pauvreté, augmenter la dépense sociale, plutôt que de simplement augmenter la dépense de santé. Si on a un arbitrage à faire entre les deux, on est mieux d'investir dans le social que dans la santé. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. On observe une augmentation de la dépense de santé et pas une augmentation de la dépense sociale. Et ça, même, si l'augmentation de la dépense de santé se traduit par une diminution de la dépense sociale, ça risque de se produire au détriment de la santé de la population. Je passe un peu plus rapidement. Là, je vois que le temps file. Il y a aussi une question d'enjeu d'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les dépenses de santé bénéficient d'abord aux plus âgés. La dépense de santé augmente en fonction de l'âge. La dépense sociale hors régime de retraite va bénéficier généralement à la population en âge de travailler. L'investissement en éducation bénéficie aux jeunes et aux générations futures. D'autres investissements vont bénéficier surtout aux générations futures. Donc, si la croissance de la dépense de santé mène à des coupes dans ces autres domaines-là, on risque d'orienter encore davantage la dépense publique vers les plus âgés, au détriment de la population en âge de travailler et des plus jeunes. Et autre conséquence, il y a des inégalités importantes entre les provinces qui vont vraiment devenir là, un enjeu là, extrêmement important, particulièrement dans les provinces de l'Atlantique, où on a une population qui est beaucoup plus vieillissante qu'ailleurs, et donc des provinces moins riches, avec moins de croissance de productivité, notamment à cause du vieillissement de la population, de sorte que ces provinces-là vont avoir une proportion de dépenses de santé en proportion du PIB qui va être insoutenable. Alors que le problème est beaucoup moins élevé dans les provinces des prairies, qui ont une population un peu plus jeune. Et ça, c'est un problème assez important pour la solidarité entre les provinces. Et ça c'est peut-être le fait qui me fait dire que le gouvernement fédéral va devoir faire quelque chose à un moment donné, parce que je ne peux pas imaginer un monde dans lequel le Nouveau-Brunswick est capable de soutenir une dépense de santé qui coûte 20 du PIB. Je peux imaginer le Québec faire 13 Je ne peux pas imaginer le Nouveau-Brunswick faire 20 du PIB en santé. Il va falloir que le fédéral fasse quelque chose là-dessus, mais reste que ça, c'est une inégalité vraiment importante, là, parce que c'est des provinces qui sont moins riches, qui vont devoir dépenser beaucoup en santé. Que vont-elles pouvoir faire pour s'en sortir? C'est une bonne question. Donc, deux conséquences probables aussi en termes politiques, c'est-à-dire qui vont dépendre de qui est au pouvoir à Ottawa. Moi, j'imagine que si le gouvernement fédéral est gouverné par le Parti libéral, on risque de voir une forme de recentralisation de la Fédération canadienne. Pourquoi? Les provinces vont consacrer 3/4 de leur budget à deux fonctions essentielles, santé et éducation. Il va rester pas beaucoup de ressources pour d'autres domaines d'action. Et les gens demandent à l'État de faire des choses. Vous savez, par exemple, protéger l'environnement, ça risque d'être important au 21e siècle. Si les provinces ne peuvent pas répondre aux demandes du public, le gouvernement fédéral va pouvoir utiliser son pouvoir de dépenser pour mettre en œuvre des politiques dans les domaines de compétences provinciales. Le gouvernement fédéral a le droit de dépenser directement en faisant, par exemple, des transferts aux individus dans des domaines de compétences provinciales. Et si les provinces ne sont pas capables de répondre aux demandes du public, moi, c'est ce que je vois qui est le plus probable qui risque de se produire si le gouvernement si le gouvernement fédéral est gouverné par le Parti libéral du Canada. On pourrait aussi voir une réapparition de transferts conditionnels ou de programmes à coût partagé, ce qui n'est pas nécessairement un problème, mais ce qui implique quand même une forme de recentralisation de la fédération. C'est-à-dire où on pourrait se dire que puisque les provinces n'auront pas de marge de manœuvre fiscale pour créer des nouveaux programmes, on pourrait voir l'apparition de programmes tels que, par exemple, une assurance médicaments nationale au niveau fédéral qui paierait une grande partie d'un nouveau programme dans un champ de compétences provincial. Je passe rapidement là-dessus, mais le cas canadien, quand on le compare aux autres fédérations, ce n'est pas une fédération qui protège les empiètements du fédéral face aux provinces. Il n'y a pas beaucoup là, de protection institutionnalisée contre l'empiètement fédéral des champs de compétences des provinces ou vice-versa. Alors que d'autres fédérations, par exemple, vont s'assurer, par exemple, que les provinces soient représentées au niveau fédéral pour bloquer ces empiètements-là. Il n'y a pas
de cette situation-là au Canada. On pourra en discuter davantage dans la période de questions, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a une forte probabilité que cette hausse des dépenses de santé-là, ce déséquilibre fiscal, la dette nette élevée des provinces, fasse que les provinces ne puissent plus répondre aux demandes du public, ce qui risque de mener à une forme de centralisation de la fédération, une perte d'autonomie des provinces et qui a des conséquences négatives en termes de respect du principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on veut que les politiques publiques soient le plus proche possible des gens qui sont affectés par celles-ci. Et dans un grand pays comme le Canada, où les intérêts des citoyens et les intérêts économiques sont très, très différents entre les régions, une centralisation, à mon avis, c'est un problème parce que les gens ont des préférences assez distinctes entre les provinces au Canada. Par contre, ça, c'est si le Parti libéral est au pouvoir. Si le Parti conservateur du Canada est au pouvoir, la situation risque d'être assez différente, où on risque en fait de voir une réduction du rôle de l'État fédéral assez importante, en ce sens où les conservateurs vont avoir de la place pour réduire les impôts. Vous vous rappelez, les premiers graphiques, ça montrait le fédéral est sur une tendance lourde de réduction de son déficit. Et les conservateurs ne vont pas augmenter les transferts en santé, donc vont avoir de la place pour baisser les impôts. Ont la marge de manœuvre budgétaire pour le faire. Ça cadre avec leur idéologie aussi, qui vise à réduire le rôle de l'État fédéral. Ce faisant, ça cadre aussi avec l'idée de garder l'autonomie provinciale, qui est quand même un principe que les conservateurs mettent de l'avant. Et c'est ce que le gouvernement Harper a fait. Le gouvernement Harper, par exemple, a diminué la taxe de vente fédérale, puis a dit, ben voici, je règle le déséquilibre fiscal de cette manière-là. Si vous voulez augmenter votre propre taxe de vente provinciale de la même manière que moi, j'ai diminué la taxe de vente fédérale, faites-le. Mais ce qu'on observe, c'est que les provinces ne le font pas. Quand Harper a diminué la taxe de vente fédérale de 2 points, il n'y a que des provinces situées à l'est de la rivière Outaouais, c'est-à-dire le Québec et quelques provinces de l'Atlantique, qui ont augmenté leur taxe de vente. À l'ouest, on n'a pas eu cette augmentation de taxe de vente-là. De sorte que cette réduction de l'espace fiscal, des impôts fédéraux pour créer de l'espace fiscal ne règle le problème seulement dans certaines provinces et crée quand même des disparités importantes entre les fardeaux fiscaux de différentes provinces. Et surtout, ça réduit la redistribution dans une fédération qui est somme toute très inégalitaire. Là, on a des différences de PIB par habitant là, entre les provinces les plus faibles, les plus pauvres et les plus riches, là, qui sont quasiment du simple au double. Donc, lorsqu'on réduit les impôts fédéraux, qu'on réduit la dépense publique fédérale, on réduit la redistribution nécessairement dans la Fédération canadienne. Donc, on a comme un trade-off entre une forme de recentralisation ou une réduction importante de la redistribution dans la Fédération canadienne. Donc, si on résume, ce que les provinces préféreraient pour réduire le problème, c'est d'augmenter les transferts en santé sans condition. Je pense que c'est peu probable. Ce que le PLC risque de faire, c'est soit des transferts conditionnels si les pressions fiscales deviennent intenables pour les provinces, soit peut-être le retour de programmes à frais partagés, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire parce que c'est quand même compliqué. Côté du Parti conservateur, l'option la plus probable, c'est des baisses d'impôts. L'autonomie des provinces serait ainsi conservée, mais on verrait une augmentation des inégalités assez importante. Je conclue donc la présentation, là, ça commence à être long, par 2 options qui nécessitent un accord fédéral-provincial, c'est-à-dire la création d'une institution fiscale conjointe, fédérale-provinciale, ou une idée d'échange d'assiettes fiscales. 2 options complexes, là. Je ne dis pas que ça va se produire, là, mais c'est 2 idées qui pourraient résoudre le problème des équilibres fiscaux en Fédération canadienne. Bon, première idée, ça vient de Daniel Bélin et Trevor Tombe. L'idée, c'est qu'on crée une institution fiscale conjointe fédérale provinciale qui recueille toutes les recettes qui sont générées par une taxe par 2 niveaux de gouvernement, comme par exemple toutes les recettes générées par la taxe de vente ou toutes les recettes générées par l'impôt sur les sociétés, et qui ensuite prend tous ces fonds-là et les donne aux provinces en fonction du nombre d'habitants. Si on remplace le transfert par cette institution-là, et ce qu'on s'assure, c'est que les recettes générées par cette institution fiscale sont un peu plus élevées que le transfert canadien, mais plus important encore, on s'assure que les provinces soient inclus dans la prise de décision par rapport à cette institution-là, de sorte qu'il devient impossible de réduire le transfert. On crée finalement un peu quelque chose qui ressemble
à l'institution qui gouverne le régime de pension du Canada et le régime des rentes du Québec. De sorte qu'on donne un veto aux provinces, finalement, pour empêcher le gouvernement fédéral de réduire les transferts de manière unilatérale. C'est quand même produit assez souvent récemment. C'est difficile à en mettre en œuvre parce que ça implique un accord fédéral-provincial et ça implique des coûts fiscaux importants pour le gouvernement fédéral. Deuxième option, je conclue là-dessus. L'idée, ça serait qu'on fait un échange d'assiettes fiscales. Le gouvernement fédéral abandonne la taxe de vente aux gouvernements provinciaux et en échange, les provinces abandonnent l'impôt sur les sociétés au gouvernement fédéral. Donc, il n'y a plus de taxe de vente fédérale, il n'y a plus d'impôt société provincial. C'est une réforme qui serait particulièrement efficace parce que, bon, l'impôt sur les sociétés serait simplifié. Le fédéral s'occuperait de taxer les facteurs les plus mobiles, c'est-à-dire les corporations. Donc, on réduit la compétition fiscale entre les provinces. Et le provincial bénéficie de la meilleure taxe pour financer les États-providence, une taxe qui est exempte de concurrence fiscale et qui est assez efficace. Bon, le problème, c'est qu'en situation de récession, le fédéral aurait des gros problèmes là, parce que l'impôt corporatif est très volatile. Et bien, ça créerait probablement là, des coûts fiscaux assez importants, à tout le moins à court terme, pour le gouvernement fédéral. Et puis surtout, si l'impôt des corporations a tendance à diminuer à travers le temps, ça implique que le fédéral prend les risques, vraiment. Et c'est aussi une réforme qui nécessite un accord fédéral-provincial et ça implique que les provinces décident de sacrifier une forme d'autonomie, c'est-à-dire leur contrôle sur l'impôt sur les sociétés, pour améliorer leur autonomie fiscale à long terme. Je ne suis pas sûr que tout le monde va le percevoir de cette manière-là. Donc, c'était les deux réformes que je mets de l'avant. Donc, je conclue rapidement. On a un retour du déséquilibre fiscal qui est causé en grande partie par la hausse des coûts de la santé et par la difficulté de réduire les dépenses dans les provinces, difficulté qui est moins élevée à Ottawa. J'avance que la hausse des transferts en santé n'est pas une solution réaliste à cause de contraintes politiques. Et ça a beaucoup de conséquences en termes d'inégalité entre les provinces et potentiellement de santé de la population si on observe que la hausse des dépenses de santé se traduit par une réduction des dépenses sociales. Et bien, les réformes les plus probables vont dépendre de qui est au pouvoir à Ottawa. C'est finalement les partis politiques fédéraux qui ont vraiment le gros bout du bâton par rapport à cette question épineuse. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je recevrai vos commentaires avec plaisir. J'ai plusieurs commentaires. Je vais commencer par des petits détails, puis je vais passer au... D'abord, bravo, c'est une bonne synthèse qui nous dit des choses qu'on savait, mais qui relie ensemble des morceaux qu'on n'a pas nécessairement pensé à rattacher. Mini commentaire, la loi de Beaumol, ça doit dater de, je ne sais pas, les années 70 ou quelque chose comme ça. Moi, je n'y croyais pas dans les années 80. J'y crois encore moins aujourd'hui. C'est l'idée que la productivité augmente juste dans le manufacturier, mais pas dans les services. À l'heure de l'intelligence artificielle, ça n'a comme pas de sens, à mon avis. Là. Mais en tout cas, je serais prudent ou je verrais la littérature pour voir si ça a été updaté. Là, mais ça m'apparaît superficiellement plausible, mais pas tellement probable. Deuxième micro, là, c'est encore plus mini commentaire. Là, il y a la figure 1, ça dit les dépenses de santé publique. Ça devrait être les dépenses publiques de santé, parce que sinon, ça crée de la confusion là, au niveau des ordres de grandeur. Troisième commentaire, j'ai trouvé très intéressante la discussion sur les arbitrages entre des transferts inconditionnels et des transferts conditionnels. Et tu dis, tu notes qu'il n'y a pas d'incitation pour le gouvernement fédéral à faire des transferts, à augmenter les transferts inconditionnels. Tu suggères aussi que les transferts conditionnels seraient difficiles à mettre en œuvre. En fait, on peut même dire que d'une certaine façon, ils sont comme impossibles à mettre en œuvre parce que, hormis la situation que tu as évoquée plus loin dans la présentation de retour aux frais partagés, mais je pourrais y revenir, là, c'est très difficile pour les
le gouvernement fédéral de mettre des conditions dans la gestion des soins de santé par les provinces. Une solution, la solution là, qui a prédominé depuis 40 ans, puis qu'on ne peut pas exclure, c'est le gouvernement fédéral augmente les transferts et fait semblant d'émettre des conditions. Ça veut dire, c'était la loi canadienne sur la santé de 84, c'était un peu ça. On disait qu'il va y avoir des pénalités, il n'y en a jamais eu. L'entente de 2006, signée par Paul Martin, qui n'était pas une entente, en tout cas l'accord fantôme un peu, là, de 2006, où on disait on va augmenter les soins de santé, les transferts en santé de 6 par année pendant 10 ans. Ça, c'était quand même bien. Puis on disait en échange de quoi les provinces vont nous fournir des données transparentes. Ça aussi, pour moi, ça s'appelle faire semblant d'avoir des conditions. L'autre façon de faire semblant d'avoir des conditions, c'est de dire on va mettre la priorité sur la santé mentale. Or, on sait qu'une fois que l'argent est dans la piscine provinciale, elle se mélange au reste de l'eau, là, puis on ne sait plus trop où elle va. Mais ceci étant, politiquement, ça demeure une avenue très, très plausible parce que c'est le sport qu'on pratique depuis 40 ans. Donc, on fait semblant d'avoir des conditions. Et de la part d'un gouvernement fédéral qui fait semblant de traiter des dossiers d'immigration, ce ne serait pas non plus complètement aberrant, là. Donc, ça, c'est une option, mais en tout cas, s'il y avait une avenue où le papier pourrait peut-être creuser un petit peu plus, c'est dans la mécanique de qu'est-ce que ça veut dire des conditions et est-ce que c'est réaliste institutionnellement d'imposer des conditions dans un domaine où tu ne contrôles rien, dans un domaine où ce n'est pas toi qui fais les embauches, ce n'est pas toi qui décide des priorités dans les hôpitaux, dans la santé publique, etc. Tu as beau mettre des conditions, les provinces en font un peu ce qu'elles veulent. J'ai trouvé très intéressante la discussion sur les scénarios de recentralisation et de décentralisation. Les options, l'option, je ne connaissais pas l'option Bélan et compagnie là, d'une institution fiscale conjointe, mais ça m'apparaît, l'impression que j'ai, c'est que ça reviendrait pour les provinces à perdre toute autonomie fiscale au profit d'une machine qui est pas le gouvernement fédéral, mais qui est pan-canadienne quand même. Et donc, ça me paraît une avenue non gagnante. Dernier point, ta deuxième option, les échanges d'assiettes fiscales. Dans le fond, c'est un peu proche du scénario de la commission Séguin, sauf qu'il y a l'assiette des entreprises irait au fédéral. Et c'est une option qui demanderait aussi c'était déjà dans le rapport de la commission Séguin, mais ça demanderait un renforcement de la péréquation assez significatif quand même. Merci. Oui, parce que sinon, la redistribution est trop réduite. Parce que les taxes de vente sont plus payantes dans certaines provinces que dans d'autres. Oui. Ouais. Ben, c'est une bonne idée, les conditions, qu'est-ce que ça veut dire, puis est-ce qu'on peut faire semblant d'en faire, mais je ne peux pas m'imaginer que les provinces font juste refuser des conditions pour for the sake of it, là, tu sais. Que dans le fond, c'est une question de rhétorique. Elles ne savent pas que dans le fond, parce que s'il y avait vraiment une absence de conditions, ben, les provinces diraient OK, donne-nous de l'argent, on va avoir des conditions, tu sais, avec les doigts croisés dans le dos, là, je pense. Mais donc, il doit y avoir quelque chose d'un peu plus. Peut-être qu'il y a plus d'imposition que ce qu'on croit. Peut-être qu'il y a une idée de les données, ça serait une idée d'objectif de performance qui voudrait être imposé. Mais c'est une bonne idée de se dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire des conditions. Oui, Peter. Il y a un texte par Patrick Fafard dans le volume Overpromising and Underdelivering, où il parle un peu de débats dans le secteur de la santé autour de toute cette mesure-là qui se retrouvait dans les accords dans le domaine de la santé au début des années 2000, qui pourrait aider un peu. Mais la question que je me posais avec cette première graphique avec, le solde budgétaire des provinces et du gouvernement fédéral,
c'est un peu la même chose que la Commission sur l'équilibre fiscal mettait de l'avant il y a 20 ans. Mais comme Alain vient de souligner, il y avait ces accords en 2003-2004 qui ont changé un peu la donne. Parce qu'en fin de compte, on montre ces graphiques, en fin de compte, comme manière de changer la politique. Ce n'est pas cela qui va se passer. C'est un peu qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'intervention politique pour régler la chose. Donc, peut-être la question que je demanderais, c'est qu'est-ce qui a changé entre, disons, l'année 2000 puis l'année 2022? Parce que c'est un peu le même discours qu'on a dans ces deux périodes-là, mais ce n'était pas le cas du pire qui s'est développé depuis 2000. En fin de compte, la donne a changé un peu, la proportion des dépenses dans le PIB a montré un peu, mais au niveau des soldes budgétaires, ce scénario, très préoccupant qu'on a prédit en l'an 2000 ne s'est pas présenté. Donc, en fin de compte, ce serait peut-être un peu de poser quels sont les aspects de contrebalance. Il y a beaucoup dans l'argumentaire que je trouve très convaincant par rapport à l'incapacité du politique à régler ces manques d'équilibre. Mais on a vu quand même une certaine capacité de le faire pendant 20 ans. Donc, peut-être de penser un peu quelles sont les choses qui ont un impact de retour de balancier. Et je pense que l'exemple qu'Alain a mis de l'avant par rapport à la capacité des provinces et du gouvernement fédéral à trouver des terrains d'entente autour des conditions qui ne sont pas très conditionnelles, ou peut-être comme Gérard Bromenu et moi-même on dit qu'il y a des manières où le gouvernement fédéral peut exercer un certain leadership, mais pas dans le sens qu'on le pensait à l'ère des programmes conditionnels. C'est un peu dans cette marge-là qu'il y a cette capacité de trouver des terrains d'entente qui réduisent un peu ces pressions vers l'extrême ou dégager. Donc, ça serait un peu ma manière de penser ces choses-là. C'est vraiment une bonne manière d'aborder le problème parce que c'est vrai que la tendance, elle est là, mais on ne s'y rend pas toujours. Donc, je suis d'accord que ce serait vraiment quelque chose à regarder plus en détail. Qu'est-ce qui s'est produit là, pour qu'il se crée là, un terrain d'entente là-dessus. François, vous vouliez répondre à ça? Non, mais j'irais dans le même sens. Pardon, il suffit de voir la différence entre les séries budgétaires de dépenses de santé de 2000, celles que tu as présentées, de 1990 jusqu'à peu près 2016, et puis la prédiction. Alors, ta prédiction, pour commencer, à partir de 2016-2017, elle n'est pas explosive comme la plupart des prédictions qui ont été faites et qui sont complètement farfelues. Mais d'autre part, si on regarde ce qui s'est passé, on voit que de 92 à peu près à 2000, en fait, la croissance est à peu près négative. La croissance des dépenses de santé est négative. Ensuite, elles s'accroissent, et elles s'accroissent de 2000 à 2008, c'est-à-dire pendant la période de grande croissance économique au Canada. C'est une des périodes les plus longues et les plus fortes de croissance économique. Et il y a eu la grande récession de 2007-2008. Et depuis 2007-2008 jusqu'à 2016-2017, et même un peu plus loin, c'est essentiellement à plat. Donc, dans tes prédictions, évidemment, et toutes les prédictions qui ont été faites, ces événements-là ne sont jamais arrivés. Et tous ces événements-là et ces courbes, soit la diminution relative des services, des dépenses de santé, l'accroissement et la partie plate, est essentiellement liée à l'évolution du PIB. Et ça, il a donc fallu que les gouvernements réagissent. Et les gouvernements ont effectivement réagi en fonction, ont établi les dépenses de santé en fonction de la croissance économique. Parce qu'ils auraient pu, évidemment, emprunter. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avant les années 90. Les gouvernements ont dépensé et se sont endettés follement
autant le fédéral que le provincial, en général, dans une période de croissance économique, ce qui a fait que lors de la récession de 89-93, ils se sont trouvés dans une situation budgétaire extrêmement serrée, qui a amené le gouvernement fédéral à couper effectivement les transferts à la santé, et ce qui explique d'ailleurs la diminution des dépenses de santé des provinces. Donc, ce genre d'événement-là n'est jamais considéré. Alors, les projections en question, effectivement, c'est comme si s'il n'y arrivait rien, c'est ce qui va arriver. Et habituellement, toutes ces prédictions-là prédisent des catastrophes. Or, ça n'arrivera pas. Mais j'ai l'impression que quand on a eu l'absence de croissance de dépenses de santé, ben là, on voit les conséquences là, qui affligent le réseau. Parce que dans le fond, on peut le faire. C'est juste que ça crée des problèmes. Quand on ne respecte pas l'inflation naturelle de la croissance des coûts, j'ai l'impression que c'est oui, et ça, c'est une autre question et ça amène toutes sortes de réactions qui sont très, très différentes selon le Parti conservateur, le Parti libéral, le Parti progressiste, etc. Entre autres choses, je me souviens très bien, ce qu'on se disait, c'est que l'intérêt de Harper, Harper ne soutenait pas beaucoup le régime d'assurance maladie et son intérêt, c'était de le gruger en partie et au fur et à mesure des choses, de telle sorte qu'il y a des tensions. Ensuite aussi, ce que l'on oublie, c'est qu'il y a au moins 3 grandes parties dans le système. Il y a le privé, il y a le régime d'assurance maladie qui est public et universel, et ça, c'est uniquement les services médicaux et les services hospitaliers. Et il y a tout le reste que font les gouvernements provinciaux. Et dans tout le reste, ce sont précisément les secteurs qui sont susceptibles d'augmenter le plus, entre autres par le vieillissement de la population, c'est-à-dire le secteur des médicaments, qui maintenant dépasse les dépenses en médecins, et puis d'autre part, tout le secteur des soins de longue durée. Et ça, ces 2 secteurs-là ne sont pas des secteurs qui sont couverts par le régime. Les provinces peuvent faire ce qu'elles veulent, et elles ont fait ce qu'elles veulent. Alors oui, effectivement, la qualité peut baisser, mais quand la qualité baisse, il y a une pression sur le système que les conservateurs peuvent très bien exploiter pour encourager, évidemment, la privatisation. Ouais. Ce qui n'améliore en rien les dépenses de santé sociétalement, mais qui libère les gouvernements de façon vicieuse. Oui, j'aime votre réflexion. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça mérite de pousser un peu sur revenir sur qu'est-ce qu'on prévoyait et pourquoi ça ne s'est pas produit pour informer cette analyse de qu'est-ce qui pourrait se produire. Alain, peut-être le dernier point, là, à moins que quelqu'un en ait un autre. Là. Oui, très brièvement. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, OK. Moi, je vous ai perdu, là, mais ça pourrait être intéressant pour les fins de la discussion de voir comment le gouvernement fédéral a organisé le transfert pour les services de garde à hauteur de 10 $ par jour par enfant. Parce que ça, c'est un exemple 2022 de transfert avec conditions inconditionnel pour le Québec, mais avec des conditions pour d'autres provinces. Il s'agirait de voir un peu la mécanique qui a été retenue pour voir si ça peut servir d'inspiration. Oui, c'est un bon point. Effectivement. Ouais, ça fait deux autres papiers là, à écrire, là, je pense, là-dessus. Comment les conditions fonctionnent, puis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne se retrouve pas de 2000 à 2020, mettons, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit moins pire qu'on pensait. Puis les conséquences que ça a, parce que moi, je pense qu'il y a effectivement, on est en mesure de contraindre la dépense de santé, mais c'est que la projection tient compte du fait qu'on est censé l'augmenter de X% par année. On peut ne pas le faire, mais ensuite, on voit aujourd'hui les conséquences de cette situation-là qui pourraient effectivement être plus discutées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire ou une question à poser? Bon, mais je vous remercie beaucoup de votre temps d'être venu aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.